Dans 1, 0. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour parler client et plus précisément centricité client. Avec Bédini, nous sommes très heureux de vous accueillir grâce à Webikio dans cette salle de discussion. Nous sommes donc sur un domaine de marketing stratégique. Et nous allons, en introduction, avant même de nous présenter, on voulait vous partager 2 chiffres qu'Olivier, mon associé, a partagé encore avec moi ce matin, qui sont sortis dans la presse et qui vont porter un petit peu tout ce dont on va parler pendant 45 minutes. Alors, il y a un chiffre étonnant qui est sorti, c'est qu'il y a une étude donc, de Kantar, Inside France et de l'Association française du marketing qui fait ressortir que 33% des Français ont une image négative du marketing et de la publicité, et du marketing en particulier. Et dans ces 33%, 79% d'entre eux ont une image négative parce que pour eux, le marketing sert avant tout les intérêts de l'entreprise plutôt que ceux du consommateur. 79%, c'est un gros chiffre. Et puis 67%, toujours d'entre eux, estiment que le marketing sert à vendre des produits plus chers que leur valeur réelle. Donc, je trouvais que pour introduire notre sujet, c'était intéressant de les partager avec vous. Alors, nous allons nous présenter c'est Over the Moon qui vous accueille aujourd'hui. Nous sommes une agence conseil dont notre métier est de mettre en œuvre pour nos clients leur stratégie, qu'elle soit digitale, marketing, de développement des ventes. Et je suis moi-même donc présidente fondatrice d'Over the Moon. Et je vais laisser Bénédicte, que nous accueillons, Buisson, se présenter et présenter Nuance Concept. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Florence de m'avoir invitée à ce webinaire. C'est un sujet qui me passionne, la centricité client, du fait de mon expérience, c'est pour ça que tu m'as invitée, mais aussi pour Nuance Concept. Donc, Nuance Concept, c'est un nouveau bébé qui vient de naître cette année, qui a été fondé par Hélène Coates, qui s'est entourée de 2 partenaires, Camille Gesquière et moi-même. Nuance s'inscrit vraiment dans cette centricité client. On a toutes les 3 fait partie de Nike et Nuance est née. C'est une première agence experte dans le marketing dédié aux femmes. En fait, Nuance aide les organisations à mieux comprendre les femmes. Leur comportement, leurs besoins, leurs frictions, des femmes à toute phase de vie, de la moins jeune à la plus jeune. Et en fait, Nuance va mettre en lumière des signaux qui vont être décisifs pour les organisations pour prendre des décisions stratégiques, c'est positionnement, innovation produit, marketing, commercial, RSE. Et voilà, donc Nuance s'inscrit totalement dans cette stratégie de centricité client. Alors, c'est un sujet qui est j'allais dire, complet, enfin important à saisir. Il y a plusieurs multipolarités autour de ce sujet de la centricité client. Nous, on vient en parler sur les réseaux parce qu'on se rend compte à quel point dans les entreprises, le centrage client n'est pas du tout dans la culture française. On est très centré marketing produit et beaucoup moins connaissance client. D'où cette volonté de venir partager notre expérience avec Bénédicte sur ces sujets-là. Alors, du coup, ce webinaire sera le premier d'une série de 5 parce qu'on ne peut pas tout traiter en un webinaire. Donc, on vous propose aujourd'hui de nous centrer sur ce qu'on va appeler la connaissance, une meilleure connaissance du consommateur au travers de Bénédicte par l'approche Insight. Ensuite, le deuxième webinaire sera consacré à l'Insight plus la data. Donc, on a un autre partenaire qui viendra travailler ce sujet avec nous, qui est Lineup 7. Et ensuite, on aura 3 autres séminaires où nous en tant qu'Over the Moon, là, dans la mise en œuvre de tout ça et la concrétisation, on viendra ensemble travailler sur et vous partager comment mettre tout ça au diapason au sein des organisations, parce que tout ce dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, dans les séances suivantes, ne sont pas l'affaire d'un seul homme, en fait. C'est un sujet collectif, transversal, du haut jusqu'en bas de l'organisation. Voilà. Alors, nous allons vous partager rapidement l'agenda. On va faire une petite introduction pour poser le sujet, et puis nous rentrerons dans les expériences que Bénédicte va partager avec nous pour illustrer l'enjeu de la centricité client.
Et puis, on a réservé un temps pour vos questions-réponses. Olivier, qui est à côté de moi, traitera au fil de l'eau. C'est un peu la méthode qu'on vous propose. Vous posez vos questions au fil de l'eau pour ne pas les perdre et les garder en charge mentale dans votre tête. Et puis, Olivier fera une synthèse à la fin pour essayer d'adresser 4 ou 5 questions majeures qui ressortiront. Voilà. On est parti. Alors, petite introduction à notre sujet. Finalement, quand on parle de centricité client, de quoi parle-t-on? Alors, pour ça, on a choisi avec Bénédicte 3 chiffres complémentaires qui viennent poser le débat. La première chose, c'est qu'il y a une étude du Nielsen en 2017 qui est d'ailleurs complétée par une étude plus récente d'Harvard en 2022 qui montre que 90% des lancements de nouveaux produits se soldent par un échec. Ce qui est quand même plus que surprenant. Que 10% seulement des produits trouvent et atteignent leurs objectifs, ça prouve qu'il y a une marge énorme de progrès. Et pour peut-être expliquer ce chiffre, on vous propose 2 chiffres complémentaires. Le premier, c'est que 95% des dirigeants déclarent que finalement, leurs clients ont une vitesse d'évolution supérieure à leur propre organisation et que donc, il devient difficile pour une entreprise de suivre le mouvement de son environnement, de l'évolution de ses clients. Enfin, le dernier chiffre, qui milite quand même pour travailler le sujet d'aujourd'hui, c'est que 60% des entreprises qui entreprennent une démarche centricité client ou customer centric sont plus rentables que les autres. Et ça, c'est une étude de Deloitte de 2019. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on ne peut pas faire mieux pour se dire que ça vaut le coup d'y passer quelques minutes. Et puis, une deuxième chose qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'on doit faire face à un paradigme. Le paradigme, c'est bon pour la boîte versus c'est bon pour le conso. En fait, on constate sur le terrain que les entreprises prennent majoritairement leurs décisions parce qu'elles ont une culture très entreprise-centrique ou firm-centrique, c'est-à-dire centrée sur elles, sur l'objectif de rentabilité interne et immédiate. Or, ça peut être une vision qui peut marcher, souvent à court terme. On va être à la recherche d'abord de création de valeur interne. Et on va essayer de challenger ce paradigme, et c'est l'objet de la centricité client, pour dire qu'au contraire, plutôt que d'être centré sur un axe transactionnel, qu'on va appeler achat, vente, besoin, réponse, leur centricité client va s'intéresser plutôt au relationnel, c'est-à-dire quelle est la relation que j'ai avec mes clients et mes consommateurs, et qu'est-ce que je peux aller toucher de beaucoup plus émotionnel dans l'objectif de construire une relation durable. Il n'y a rien de plus difficile que le coût de capture d'un client est 10 fois supérieur à celui de garder un client. Donc, comment je crée une relation avec ce client et comment j'écoute au fil de cette relation, comment ses besoins évoluent et ses besoins primaires, mais surtout l'évolution elle-même de cette personne autour d'elle, de son environnement. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve, des chiffres qui viennent militer pour s'intéresser un peu plus au client lui-même, plus que croire qu'on sait ce que le client veut, et puis évoluer vers mieux connaître justement l'environnement, et passer du transactionnel au relationnel. Alors, je vais passer la parole à Bénédicte, qui va maintenant utiliser toute son expérience pour illustrer concrètement ses premières illustrations. Oui, du coup, effectivement, cette expérience que j'ai eue chez Nike m'a vraiment permis de comprendre la centricité client et d'en voir tous ses bénéfices. Et j'ai passé 17 ans chez Nike, c'est pas mal. Et en fait, on s'aperçoit avec le recul que c'est une boîte qui est au centre, qui a la centricité client depuis le début, depuis sa naissance. Donc, un petit peu d'histoire. En fait, Nike a été fondée en 1972 par 2 personnes, dont une, c'est Bill Bowerman. C'est un coach d'athlètes de haut niveau d'athlétisme. Et ce coach avait pour mission vraiment d'innover, de créer des nouveaux produits, des produits techniques pour toujours faire en sorte que l'athlète soit le plus performant possible. Et il avait un mantra qu'il a instauré dès le départ dans la boîte qui est écouter toujours la voix de l'athlète. Donc, comprendre ses besoins, ses frictions, son comportement et d'avoir tout ça en tête tout le temps pour répondre à ses attentes.
comme tout entrepreneur, au tout début, quand on lance une entreprise, on essaye de mettre en place des règles de conduite, des valeurs qui vont faire de l'entreprise, vont faire une culture d'entreprise. Et vous voyez ici, dans les maximes Nike qui sont nées dès 1972, il y a une maxime qui dit « le consommateur décide ». Donc, dès le départ, Nike s'est inscrit dans cette volonté de servir le consommateur, donc l'athlète. Et en fait, ce qui est fascinant dans la façon dont Nike a opéré son évolution, c'est qu'on va voir au cours des années, au cours des décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui, une évolution de cette centricité client, comme si Nike avait développé la centricité client année après année. Là, j'ai voulu vous retracer un petit peu toutes ces périodes clés qui ont été ponctuées d'ailleurs par des réelles réorganisations en interne. Alors moi, je suis arrivée en 2000, vous voyez, ça fait un bail. J'en ai vécu 5 ou 6 de grosses réorganisations pour amener les employés à vraiment travailler cette centricité client et à travailler tous en adéquation. Et Nike a commencé à servir le consommateur, le runner, avec une chaussure technique. Donc, c'était le premier produit, cette chaussure. Puis très vite, s'est aperçu que le runner n'est pas qu'un pied, c'est aussi un corps qu'il faut habiller et qu'il y a tout un environnement de produits à proposer et est né le category management à cette époque-là. Donc, c'est d'amener en fait le textile, l'équipement avec la chaussure pour faire une véritable offre. Ça a amené les business units chaussures, textiles à travailler ensemble et pas faire du rouge d'un côté, du orange de l'autre. Et il y a eu un impact émotionnel auprès du consommateur en faisant ça. Je suis sûre qu'il y a des runners dans ce webinar. Et dès lors que vous mettez une nouvelle chaussure au pied, que vous vous habillez un peu looké et que vous avez des produits techniques, tout de suite, vous avez l'impression de courir mieux, d'être au top, de courir plus vite. Donc, il y a un sentiment, du coup, d'une émotion qui se crée avec son produit et avec cette marque. Très vite, on continue d'étudier ce consommateur, ce runner, puis on s'aperçoit qu'il utilise ce produit, mais il manque de motivation ou il manque d'entraînement pour aller plus loin dans sa performance. Et naît alors cette application NRC, une application gratuite, qui va devenir un petit peu le coach de poche et qui vient donner du sens au produit dans son usage. Et là, Nike offre du coup une expérience au consommateur avec son produit de base. On continue d'étudier ce consommateur qui n'est pas qu'un runner finalement, c'est une personne qui court, mais peut-être qui aime danser, qui aime faire du foot, qui aime mettre des chaussures, des baskets pour aller travailler. Donc, au-delà de ça, ça n'est pas qu'un runner. Et naît alors la notion de membership, de créer une expérience pour le consommateur qui est en demande de toujours plus, de créer une expérience avec la marque. Le membership, c'est ça, c'est récompenser le consommateur pour sa loyauté, pour son activité et lui faire des offres très personnalisées. Et puis récemment, vous avez vu l'arrivée de la métaverse. Nike a vraiment investi là-dedans. Et récemment, là, il y a quelques semaines, une plateforme Dotsush est née, un monde Nikeland. Et là, c'est un endroit où Nike invite ses consommateurs à co-créer avec eux des produits, des NFT, finalement à co-créer l'avenir. On peut se dire que au final, c'est une véritable relation durable qui est créée au fil des ans avec ce consommateur et une véritable relation qui s'est créée. Donc, Bénédicte, ça veut dire que si on retient là, ce que tu nous dis, c'est il va falloir donner du sens à un produit pour l'inscrire, pas dans ce que je disais tout à l'heure, pas seulement dans la vie complète du consommateur, quelle place il veut lui donner et comment moi, en tant qu'entreprise, je vais l'aider à positionner dans sa vie ce produit. Il va pouvoir remplir d'ailleurs plusieurs fonctions. Des fonctions, je peux courir, mais aussi des fonctions, j'appartiens à une communauté, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé
résumer là sur ce petit schéma, c'est-à-dire de sortir de la seule logique de produit consommateur. Pour les gens qui font du marketing, la notion de persona est connue, c'est-à-dire comment j'essaye de segmenter mes consommateurs, d'identifier les différentes typologies, alors ça va de la croyance jusqu'au style de vie, etc. Et puis là, ce que vous avez fait avec Nike, vous êtes allé encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire comment cette personne, j'essaye de la comprendre dans son réseau relationnel, dans son réseau d'ailleurs professionnel, dans son style de vie, de sa vie de tous les jours, comment dire, en tant qu'être humain, j'allais dire, pas seulement qu'en tant que coureur. Exactement. Quelque part, quand on partageait et qu'on présentait, je disais à Bénédicte, c'est comme quand on va dans un restaurant, il y a une différence entre vous dire est-ce que vous avez aimé ce que vous avez mangé, voilà, est-ce que c'était bon, et est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est déjà pas du tout la même question, hein, puisqu'on peut aller au restaurant juste pour se rassasier, j'allais dire, mais on peut aller aussi au restaurant parce qu'on a envie de vivre une expérience, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'aller dans un quartier qu'on aime bien, etc. Donc, il y a plein de choses qui vont se jouer et tout le monde ne va pas retenir la même chose de cet événement. Donc, c'est un peu ce que vous avez recherché au travers de ce que vous avez fait depuis des années. Si je le résumais un peu avec une autre transposition. En fait, effectivement, plus tu travailles cette connaissance du consommateur, donc si tu te mets sur la prochaine slide, ouais. C'est ça aujourd'hui. On parle de centricité client. Le mantra de Nike, Listen to the Athlete, c'est pour nous tous aujourd'hui connaître son consommateur. Donc tout le temps se questionner sur son comportement. Ça ouvre en fait des champs des possibles parce que plus on creuse le comportement et les besoins de ce consommateur, plus on va trouver des opportunités de réponse. En fait, toute cette étude du consommateur vous amène à trouver des insights. On va y revenir tout à l'heure. Et l'insight est clé pour répondre à ces besoins, ces frictions qui peuvent être présents, mais aussi futurs. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est une friction parce que tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière. Oui, une friction, ça va être ce qui empêche le consommateur de faire ce qu'il souhaite faire aujourd'hui. Donc, un exemple, et on en reparlera peut-être tout à l'heure également, quand on a travaillé sur la Coupe du Monde, pourquoi les jeunes filles ne peuvent pas nécessairement faire du foot tel qu'elles voudraient le faire, c'est parce qu'elles n'ont pas forcément accès à des clubs, à des coachs pour leur permettre de faire du foot. C'est pas parce que le foot est masculin à la base. C'est d'aller chercher ces frictions. Là, je vous en donne une ou deux, mais ouais. Il y en a plusieurs. Okay. Ce qui est intéressant dans cette centricité client, on y a vu beaucoup de bénéfices, Camille, Hélène et moi. Les bénéfices, c'est que plus vous raisonnez de cette façon-là, plus ça va vous apporter du business, parce que vous allez craquer des opportunités business nouvelles, c'est certain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la façon de procéder, la stratégie qui découle de cette connaissance du consommateur, la stratégie qui découle de ce besoin, de cet insight que vous allez trouver, eh bien, en fait, elle va être adoptée par tout le monde dans l'entreprise. Tout le monde va la connaître. Vous allez avoir une adhérence de tout le monde à un alignement de tout le monde à cette stratégie. Parce qu'il n'y a pas lieu pour du point de vue subjectif. Il n'y a plus lieu de dire que le grand patron, il préfère le rouge au rose ou que le tel créateur voudrait rajouter un petit truc ici parce que c'est mieux. Non, on s'en remet toujours au consommateur. Donc, c'est clair, la vision, la mission, elle est claire pour tout le monde. Ça, c'est très important dans une entreprise. Oui, tu as raison. C'est souvent l'objet d'une ou deux personnes. Or là, la vraie différence, c'est que c'est partagé. Ça devient un objet, ce que nous, on appelle un objet de valeur, qui fait valeur pour l'ensemble d'acteurs de l'organisation. Et puis, troisième bénéfice, eh bien, si vous répondez à un besoin, à une friction, forcément, il va trouver client. Et ce client, vous allez créer quelque part une émotion, une relation différente parce qu'il va se sentir compris sans le savoir. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait que vous allez faire de la fidélisation. Donc, je vais vous partager 3 exemples de succès sur lesquels Camille, Hélène et moi avons travaillé. Donc, on les a bien compris, bien maîtrisés. Ce sont des exemples qui ont plusieurs points communs. Le premier, c'est qu'à chaque fois, une cible a été étudiée très fortement, d'aller comprendre cette cible. Des insights ont été trouvés
Et on a découlé une stratégie qui a permis à la marque d'innover, de trouver, d'explorer des nouvelles opportunités et qui l'ont rendu leader dans ce domaine. Donc là, un exemple produit, vous voyez cette chaussure qu'on appelle la M2K. En fait, cette chaussure, elle est née d'une grosse étude sur une cible, la consommatrice, la parisienne. Donc, c'est vraiment une étude qui a été faite auprès des parisiennes. Et ça a été une étude qui a permis de trouver des insights et qui ont fait que cette chaussure est née, est venue s'inscrire sur une nouvelle tendance, une nouvelle mode. Vous vous en rappelez peut-être de la chaussure moche, le ugly shoe. Ça a été un succès mondial et ça a été surtout un succès en France. Deuxième exemple, un exemple sur une façon de communiquer. Donc, tout laissait à penser avant la Coupe du Monde de foot féminin en 2019 que personne en France n'était intéressé par cet événement. Les hommes ne suivent pas le foot féminin. Les femmes sont peu intéressées par le foot ou le pratiquent peu. Donc, comment motiver la France à être inspirée par cet événement? Et pareil, une étude a été faite, approfondie auprès d'une cible française pour comprendre quelles étaient les frictions, les motivations, les besoins. Et est née cette belle campagne marketing où tout était axé sur l'inspiration grâce à l'élévation d'athlètes féminins. On était en plein dans le woman empowerment, l'élévation de rôle modèle. Et ce qui a fait que ça a inspiré énormément de petites filles, puisque à la rentrée d'après, les taux de croissance les taux de croissance dans les clubs de petites filles qui faisaient du foot ont augmenté. Le nombre de licences. Le nombre de licences, merci. C'est le webinar qui fait ça. Le troisième exemple, c'est dans une nouvelle offre. De la même façon, sport et femmes enceintes, ça ne va pas vraiment ensemble. On le sait toutes, celles qui sont dans ce webinaire et qui ont eu des enfants, on nous dit « mais reste au chaud, faut pas que tu bouges, fais pas trop d'efforts, tu dois te concentrer sur le bébé. » Donc, faire du sport, on n'y pense jamais. Or, quand on parle avec des experts, quand on parle avec des athlètes féminines qui font, elles, du sport pendant leur grossesse, et qu'on questionne aussi les femmes enceintes, elles disent je suis une femme enceinte, je suis une maman, mais je suis bien plus que ça. Et donc, en creusant cette information, en creusant pourquoi, quelles sont les frictions, mais d'aller creuser cette information, Nike est arrivé avec une offre complète de produits maternité pour faire du sport et des entraînements de sport adaptés. Alors justement, donc ça nous permet d'introduire un peu plus précisément la notion d'insight. C'est ce qu'on a appelé un outil au cœur de la stratégie consumer-centrique. Tu l'as abordé dans les exemples précédents. Alors, avant de te poser deux questions, j'ouvre un sondage, parce que ça nous intéressait de savoir, pour ceux qui sont avec nous, si vous avez dans vos entreprises, dans vos fonctions de marketing, pour ceux qui sont dans les fonctions marketing avec nous aujourd'hui, est-ce que vous avez réalisé déjà des études Insight? Voilà. Vous pouvez voter quand vous voulez, évidemment. Alors, Bénédicte, est-ce que tu peux nous dire, parce que l'insight, c'est un mot anglais, oui. Donc, est-ce qu'on peut trouver une définition française qui nous aide à comprendre mieux ce qu'est un insight? C'est pas simple. C'est pour ça qu'on reste sur insight, parce que c'est pas simple de trouver une traduction idéale. L'insight, c'est déjà de répondre à la question pourquoi. Pourquoi tel comportement? Pour quelles raisons? C'est ça, c'est de creuser un comportement. Et donc, l'insight, je dirais que c'est une idée qui sort du lot, une idée avec un flair. C'est un signal inscrit dans de la perspicacité, avec un peu d'intuition. C'est le résultat, en tout cas, d'un travail d'analyse, de comportement, de data, et d'en faire ressortir des signaux très clairs. Et ça peut vous amener à aller craquer un avantage concurrentiel. Pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, ça permet ça. Et tu me disais, il ne faut surtout pas, parce que quand on préparait, je t'avais parlé de perception, et tu me disais non, parce que la perception, ça a un biais. Tu peux préciser ça? C'est important. Perception,
C'est marrant, mais quand tu es en réunion et que tu parles d'une stratégie, souvent tout le monde a un point de vue avant même de commencer à écrire une stratégie. L'important, c'est de toujours se dire, OK, non, mais on parle de qui, on cible qui et que pense cette cible. Parce qu'on a toujours un biais. Ouais, donc, c'est éviter les filtres. Voilà. Éviter les filtres personnels. Mon point de vue, c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est le client d'abord, parce qu'on va tous avoir des filtres forcément. Donc, c'est d'éviter ces filtres. Donc, c'est bien de se recentrer sur l'information de la cible. Voilà. Et pas les biais qu'on va mettre par nos filtres. OK. Et du coup, pour aller plus loin, pour bien comprendre l'histoire de l'insight, premièrement, c'est de faire la différence entre une donnée et une réalité. Donc, derrière donnée, c'est le mot data, hein, qui peut être une donnée qualitative ou quantitative. Et il y a une anthropologue qui disait, entre ce que les gens disent, ce que les gens font et ce que les gens disent qu'ils font, il y a des fossés. Alors, je vais prendre un exemple bateau basique, mais quand on questionne l'humain sur est-ce que vous mangez tous ensemble, en famille, à table, le soir, il y a une volonté, l'humain, par nature, veut montrer le meilleur de lui-même, donc à ce à quoi il aspire. Donc oui, nous, ça fait partie de nos valeurs, on mange tous à table le soir, c'est les valeurs de la famille, etc. Mais si je passais, par exemple, une semaine dans ces familles, il est fort probable que 3 à 4 jours de la semaine, personne ne mange ensemble, certains devant la télé, certains debout dans la cuisine. En fait, voilà, c'est ça la différence, c'est de vous montrer qu'il peut y avoir une vraie différence entre ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce que la donnée dit et la réalité. Comme quand on va chez le médecin et qu'il nous demande si on fume ou si on boit. Pour les Français, ouais, effectivement, on a tendance à dire jamais. Bon, un petit verre de temps en temps. Bon. Allez, donc après, il y a une autre différence, du coup, pour arriver à l'insight. J'aime beaucoup cet exemple. C'est une docteure en université spécialisée dans le comportement humain et dans le design stratégique. Et là, elle explique, OK, donc on a Jane. Jane, elle aime, on l'observe, hein, on regarde Jane pendant une semaine. Tous les matins, Jane, elle va dans son jardin, elle arrose ses plantes au soleil. Ça, c'est une observation. Tout le monde est capable de voir que Jane fait ça. Et on peut prendre des décisions par rapport à ça, du coup, en tant que marque ou organisation. Mais pourquoi est-ce que Jane fait ça? Et là, on va rentrer dans la motivation. Donc, on va creuser en parlant avec Jane pour comprendre. Et Jane, en fait, on apprend que connecter dès le matin, se connecter à la nature dès le matin, lui procure un bien-être. Et ben, cette information-là, elle est clé parce que ça permet finalement de se positionner différemment sur ce qu'on va pouvoir proposer à Jane en termes de produits, d'innovation ou de services. Et c'est là où je parle d'avantage concurrentiel, parce que plus vous creusez cette information, plus ce comportement, plus vous allez en tirer des informations qui vont vous amener à vous démarquer. Alors justement, donc en fait, quand tu dis ça, on entend la notion de processus, c'est-à-dire au sens, il va falloir faire ça de façon régulière. Okay. Donc ça nous amène à, bon, ça on le fait comment en fait? On s'y prend comment? Alors, on est assez d'accord, Hélène, Camille et moi, dans notre expérience, c'est une façon de procéder qu'on trouve très intéressante. Et Nuance s'inscrit vraiment, vous verrez, dans les étapes 2, 3 et 4. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de toujours définir son sujet. Quand on attaque une stratégie, définir son sujet, qui est notre cible. Quel est le périmètre qu'on veut étudier finalement? Donc, par exemple, on le disait tout à l'heure, la femme de 30-35 ans, enceinte, qui vit à Paris, et sa relation au sport ou sa relation à la nourriture pour des entreprises agroalimentaires. Ensuite, on se dit, on va chercher la donnée, on va aller récupérer le maximum d'informations. Ça peut être de la donnée interne, quantitative ou externe, toujours quantitative, par exemple, via votre CRM, via les sell-out, via des informations de marché, de croissance, d'informations qu'on peut avoir sur ce qu'il est en train de se passer sur le marché. Et puis, il y a l'information qualitative qui est plus
d'aller voir le consommateur et de s'immerger, de comprendre, de discuter avec lui, d'aller plus loin dans ce que la donnée nous donne comme indice et d'écouter son comportement, de l'observer, de creuser cette information-là. Ensuite, on a récolté toutes ces informations, toutes ces données. Eh bien, l'important, c'est de les regrouper pour trouver des schémas, des patterns. Et tout ça, ces schémas, ça va être en fait des insights. Des insights qui vont être finalement très importants parce que vous allez en choisir un ou deux qui vont venir nourrir du coup la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire de cet insight? Quelle est la mission qu'on va se donner maintenant qu'on a trouvé cet insight? Et ça va devenir votre objectif, votre stratégie. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on peut travailler avec son équipe les actions stratégiques qui vont amener à atteindre ce but, cet objectif. C'est toutes les actions stratégiques au sein du marketing, en termes de communication, de lancement, de distribution, tous ces actes différents. Donc ça, pardon. Oui, non, vas-y. Non, j'allais dire, donc, ce qu'on retient là, c'est, parce que nous, les insights, ça devient ce qu'on appelle, nous, des poches de valeur, c'est-à-dire et d'ailleurs, la stratégie, ça va être de dire, est-ce que j'ai la capacité à y répondre ou pas, est-ce que je veux le faire maintenant, plus tard, est-ce que j'ai envie de le faire? C'est la réponse stratégique à ces choix, puisqu'on ne va pas forcément répondre à tout. Mm-hmm. Mais là, je donne un peu notre perspective, notre expérience, c'est-à-dire que pour éveiller aussi les gens là-dessus, c'est-à-dire que souvent, on fait ça lors des revues stratégiques qui ont lieu tous les 3 ou 5 ans. On va se dire, bon, OK, comment évolue le marché, comment on a envie de l'adresser. Puis tous les 5 ans, on s'assoit, on travaille, on crunch des données et on sort un plan stratégique à 5 ans. Ça évolue énormément parce qu'on voit bien que c'était les dirigeants dans le sondage de démarrage, c'est-à-dire que l'environnement va beaucoup plus vite que l'entreprise elle-même. Donc, ça veut dire qu'il faut que les entreprises acceptent l'idée qu'il va falloir faire ça tout le temps. Donc, il faut le faire tout le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas je le fais tous les 5 ans ou même tous les 3 ans. C'est-à-dire que ça doit rentrer dans la démarche de marketing de l'entreprise. Dans l'idéal, oui, c'est ça. C'est que, bon, tu commences, il y a plusieurs étapes dans la centricité client, mais avoir en tête toujours cette notion de je questionne le consommateur tout le temps, dans tout ce qu'on fait, à chaque moment, parce que le consommateur évolue très rapidement, son monde autour de lui évolue très rapidement. Donc, si tu as trouvé ta stratégie en étudiant le consommateur, mais ensuite, tu pourrais très bien continuer d'aller valider cette stratégie auprès du consommateur avant de la mettre en place. Ça donne des signaux très intéressants pour savoir, par exemple, combien je vais acheter sur tel produit, comment je vais faire mon merchandising en magasin. Et puis ensuite, après avoir mis en place la stratégie, après avoir lancé tout ça, d'écouter les signaux de l'usage du produit ou du service, comment il est utilisé, comment le consommateur se comporte avec ce service et ce produit, ce qui va permettre de l'améliorer tout le temps. Alors, deux éléments complémentaires. Un, tu dis ça prend du temps, c'est-à-dire que dans les exemples que tu as donnés tout à l'heure, entre la femme enceinte, la chaussure MK2 ou la Coupe du Monde, c'est des processus qui sont longs, c'est-à-dire c'est permanent, mais c'est long. Ça peut prendre 2 ans pour arriver à identifier un certain nombre d'insights, poches de valeur et décisions. 2 ans, ça va être peut-être sur une innovation produit, par exemple, mais ça peut être plus rapide que ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça ne se fait pas en 2 semaines de récolter des données, de repérer des insights. Ça s'inscrit dans plusieurs mois qu'il faut intégrer dans son process. Donc, c'est important. Ça ne se fait pas juste « Ah, tiens, je vais faire une petite étude de conso. » Non. Non, puis il y a ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un processus de maturation de chimique presque, c'est-à-dire que petit à petit, c'est comme monter les blancs en neige, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de centricité là, même des données qui vont se faire. Belle image. Voilà, et hop, ça va prendre, et hop, ça va apparaître. Ou ça n'apparaît pas. C'est-à-dire parfois, on peut avoir traité des données, qu'elles soient quali ou quanti, rien ne ressort. Mais il faut arriver à faire cette chimie qui font qu'on arrive à en sortir quelque chose. Tout à fait. OK. Deuxième point important que tu avais partagé avec moi et qui peut intéresser aussi, c'est en termes organisationnels. C'est-à-dire que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas l'affaire d'une personne. Tu mentionnais que l'ensemble de l'organisation chez Nike France, par exemple, était très centré, très client, mais à toutes les échelles de l'organisation. C'est culturel.
Mais oui, ça devient culturel parce qu'à partir du moment où il y a un groupe de personnes qui va parler d'une stratégie en mettant en avant le comportement du consommateur et pourquoi nous, société X, on va répondre de cette façon-là, tout le monde va comprendre et va vouloir servir ce consommateur. Donc, tout le monde va travailler sa stratégie en fonction de cette muse, finalement. Ça, c'est intéressant aussi, la notion de muse, quand on peut la trouver, parce que elle va commencer à faire changer les états d'esprit dans la boîte et tout le monde va vouloir servir cette muse. Est-ce que tu peux, oui, on a 2 minutes. Est-ce que tu peux parler, parce qu'on en a beaucoup parlé en préparation, mais je pense que c'est intéressant, comme on a un peu de temps, on a 2 minutes. Est-ce que tu peux parler de cet aspect muse, parce que c'est encore une autre dimension? Une muse, une fois que vous avez cette cible et ce périmètre de cible, vous allez rencontrer des consommateurs. Parmi eux, il va peut-être y avoir une personne qui va vraiment incarner la friction ou le besoin auquel vous voulez répondre. Et c'est très intéressant dans certaines stratégies de pouvoir élever une personne qui va incarner finalement le persona. C'est ça qu'on appelle une muse, c'est de lui donner, de la rendre, de la personnaliser et de la rendre réelle. Vivante. Vivante. Et, dès lors qu'on fait ça, en fait, c'est un storytelling incroyable en interne pour allier tout le monde à cette vision et à cette mission. C'est ça, tu disais, vous lui donnez un prénom, vous l'incarnez oui. Complètement. Hein. Vous parlez de Sacha. Bah, Sacha, c'est la muse, etc. Voilà. OK. Alors, juste, j'en profite, résultat des sondages. On n'a pas eu beaucoup de votants, mais sur les personnes qui ont voté, c'est 50-50 entre ceux qui ont réalisé déjà des études Insight et ceux qui n'en ont pas encore réalisé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Ça rendra encore plus interactif cette session. Alors, quand on arrive un petit peu au bout, on est à 38 minutes, on avait envie de vous partager un essentiel que j'ai bâti lorsqu'on préparait avec Bénédicte, des phrases clés qu'elle a citées, qui un peu finalement résument ce qu'on s'est dit ici. 2 choses. Donc, évidemment, ne surtout pas opposer data et insight. Moi, j'appelle ça faire chanter les données, c'est-à-dire faire chanter les données, c'est à la fois les données quali et quanti, et c'est cette chimie dont on parlait tout à l'heure. Ce que tu disais, c'est retenir, c'est évidemment donner du sens au produit dans le contexte de vie du consommateur. Et pour ça, donc d'un côté, la data, il faut faire attention parce que elle ne traduit pas ce que tu as dit, une réalité. Elle peut déconnecter de l'humain. Et donc, elle est une opportunité de comprendre des choses, mais pour autant n'est pas la seule solution. Il faut aller chercher derrière cette data. Et pour aller chercher derrière cette data, c'est d'aller chercher les insights, de se mettre évidemment, de se nourrir des éléments nécessaires pour aller les chercher. Et les insights, ils vont vous permettre de créer des liens entre les univers de valeur du consommateur. Okay, et justement, ce que tu disais en introduction du webinaire, c'est d'élargir le potentiel de valeur, direct ou indirect, pour un produit. Hein, c'est-à-dire pas seulement courir, mais aller bien au-delà de la chaussure permet de courir et de faire du sport. Hein. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Alors, Olivier me dit qu'on n'a pas beaucoup de questions. Il y a 2 questions. 2 questions. Une première sur comment formuler et collecter les insights, parce qu'on a parlé d'études, etc., mais visiblement, il y a besoin d'un peu de précision sur comment on fait pour collecter ça, et puis surtout pour les formuler. Hein. Une fois que j'ai des résultats d'études, ce n'est pas toujours simple de formuler des insights, visiblement. Et puis, et toujours sur les insights, il y a une question sur la périodicité dans laquelle on les revisite. Ah, ok. Donc, comment on fait? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? On a compris que ce n'était pas 3 ans, mais voilà. Ouais. Quelle périodicité on peut donner? Si tu permets, sur la première question, effectivement, on ne l'a pas dit, enfin, je pensais qu'on le dirait, mais il y a un moment donné, donc dans comment ça se passe, donc dans le déroulé de la récolte des données et travail des insights, il y a des entreprises qui ont des cellules internes qui sont spécialisées dans l'insight et dans la récolte des insights. Mais tout le monde n'a pas ce luxe. Donc souvent, on fait appel à des agences externes.
bon, moi, aujourd'hui, je suis là aussi pour ça. Nuance s'inscrit vraiment dans cette récolte de données qualitatives, mais il en existe d'autres pour de la data aussi quantitative. Et on le verra, je crois, au deuxième webinaire, parce que c'est vraiment là où on pourra rentrer dans le détail de que font ce genre d'agence et quelles sont les datas qu'on peut récolter. Et c'est comme ça, en fait, c'est un petit investissement, mais c'est important de le faire de façon régulière. Et puis, naturellement, dans l'entreprise, si cette centricité client s'instaure, les gens vont le faire naturellement, en fait. De toujours être questionner le consommateur et de faire leurs propres études en équipe. Et la deuxième, alors j'espère que ça répond à la question de cette personne. Et après, sur la périodicité, c'est sur la récurrence. Alors effectivement, il n'y a pas, je dirais, ça dépend de la société, le genre de produit et de service que cette société propose. Il y en a certaines qui vont proposer peut-être tous les 6 mois un nouveau produit ou tous les 3 ans. Mais ce qui est important, c'est de garder cette connexion régulière avec son consommateur. Il n'y a pas vraiment une réponse idéale à vous apporter ici, mais c'est plus de toujours être en veille, finalement, d'analyser les datas régulièrement. Donc, je pense que c'est un peu... Il faut s'adapter à la typologie de société dans laquelle on se situe et le produit qu'on propose ou le service qu'on propose. Super. Merci beaucoup, Bénédicte. Pour finir, je voulais vous partager la suite des webinaires. Donc, ce qu'on vous disait au début. Le deuxième, on sera centré plus justement sur la data pour venir compléter avec Bénédicte la partie Insight avec nos amis de Lineup 7. Et puis, donc, les 3 derniers. Alors, celui-là, on vous invitera en janvier. Restez connectés sur les réseaux via nos profils pour avoir la date définitive de celle de janvier. Et puis, les 3 autres suivront centrés sur comment faire pour le mettre en œuvre, l'inscrire dans l'ADN des équipes, des entreprises. Voilà. On espère qu'on vous a permis soit de confronter vos idées, soit de vous nourrir, soit d'apprendre aussi, de découvrir. On vous remercie de toute votre attention, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle journée. Je remercie encore Bénédicte d'avoir joué le jeu et d'être venue partager son expérience avec nous. Et on vous dit à très bientôt. Et merci à Webikeo également. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir, à bientôt.